Depuis cette époque, quand j'étais étudiante et j'avais commencé à lire Derrida, il faut dire, parce qu'on parlait tout à l'heure à propos de cette trafic transatlantique, comme je disais, du French Theory, n'est-ce pas, pour le dire à la française, euh, euh, que déjà au début des années 70, il y avait un intérêt considérable dans les travaux de Derrida en particulier, mais pas seulement Derrida, Roland Barthes, Lacan, bien sûr, Foucault, bien sûr, euh, et les trois que je viens de nommer étaient présents à ce colloque célèbre à Hopkins en 65. C'était en 65 déjà. Donc il y avait un grand intérêt, mais dans des lieux où on connaissait bien le français, parce que ce n'était pas encore traduit, n'est-ce pas? La traduction en anglais de tous ces, enfin, puisqu'on parle de Derrida, n'avait pas commencé encore. Il y avait rien de traduit avant le milieu des années 70. Donc c'était dans des lieux comme Yale, Hopkins, Cornell, là où j'étais, Buffalo, où il y avait des gens qui, qui connaissaient bien la scène parisienne, par exemple, la scène intellectuelle parisienne, qui y allaient souvent, qui avaient des contacts là-bas, qui avaient étudié là-bas. Eh bien, c'était eux qui étaient les premiers importateurs de, de ces choses-là. Et ça a commencé à se répandre à partir de ces lieux-là, mais à partir du français, en français. Euh, et donc, c'était assez restreint, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on ne parle pas beaucoup français dans ce pays, n'est-ce pas, autour de vous. Euh, donc, il y avait déjà cette influence considérable et qui commençait à marquer des jeunes gens comme moi. Et puis ensuite, on en parlait avec nos étudiants à nous, mais c'était un processus qui a eu beaucoup d'étapes différentes, n'est-ce pas? Je parle là de la première étape, si vous voulez, de cet échange, ou plutôt une réception. Il y avait une réception qui a, bien sûr, c'était une réception avec comment dire, avec des changements. Ça a changé quelque chose à l'original, n'est-ce pas? Ça n'a pas passé sans traduction, même quand c'était en français, n'est-ce pas? C'est un lieu d'abord universitaire, très différent ici. Et bien sûr, Derrida en particulier, son domaine principal, c'est philo. Eh bien, la philosophie dans ce pays, à ce moment-là, et toujours, je dirais, est très résistant, a été très résistant, l'est toujours, à ce qu'on appelle, non pas French Theory, mais Continental Philosophy. Continental Philosophy veut dire la philosophie qui descend de Hegel, de Kant, de Hegel, Husserl,
Heidegger, beaucoup d'Allemands, Nietzsche, bien sûr, Kierkegaard. Et pour les départements de philo, dans les grandes universités américaines, au moins, tout cela était un peu à part. On laissait ça de côté. On était conscient de cette tradition allemande et continentale, comme on disait, mais ce n'était pas ça qu'on enseignait, qu'on étudiait, qu'on cherchait. Et il y avait même une résistance active et parfois virulente, n'est-ce pas? Donc, Derrida est passé, Derrida, pas seulement Derrida, mais d'autres aussi, mais Derrida, puisqu'on parle de lui, et c'est puisque son domaine... Et déjà pour Derrida en France, il y avait ces problèmes, n'est-ce pas? Ce n'est pas seulement en traversant l'Atlantique que cette résistance a été éveillée, n'est-ce pas? Mais de toute façon, c'est la raison pour laquelle, la principale raison pour laquelle que Derrida a été importé surtout dans des milieux littéraires et surtout littérature comparée, le français bien sûr, les lettres françaises, mais c'est ça qui, dès le début, a un peu divagué, si on peut dire, je ne sais pas si c'est le mot, le trajet que la réception de Derrida, de l'œuvre de Derrida a connu, parce que pour les philosophes, pour les historiens aussi, il ne faut pas oublier les historiens non plus, qui ont un fief extrêmement puissant dans les universités. Tout ce qui sentait un peu la littérature était à laisser de côté. Donc, oui, c'est ça que la première arrivée de Derrida, ou l'œuvre de Derrida, la pensée de Derrida dans ce pays, est passée par là. Il est vrai que son premier amour, si on peut dire, c'était la poésie, la littérature. Je crois que sa décision de faire du philo, c'était peut-être un peu le hasard, mais aussi c'est parce qu'étudiant jeune, lui, il lisait Sartre, il lisait la phénoménologie, il commençait par là, et donc il a fait Hippocagne et puis Cagne, et donc il a fait tout le trajet de philosophie en France jusqu'au sommet. Mais il n'a jamais quitté la littérature. Et dans son écriture aussi, parce que c'est une écriture extrêmement soignée, poétique parfois, et même très souvent, très euphonique, très conscient de rythme et d'effet d'écriture. Enfin, c'est son truc, quoi. Je me disais que la réception de ce séminaire-là aux États-Unis devait être beaucoup plus importante qu'en France, parce qu'en France, on a eu l'abolition de la peine de mort. Oui, bien sûr. Eh bien, je ne sais pas si vous le savez, mais moi, je viens de... Enfin, mon dernier livre, c'est sur la littérature et la peine de mort.
à partir du séminaire de Derrida. Et j'explique dans la présentation de ce livre que j'avais assisté, bien sûr, à ce séminaire. C'était donc, c'était en 99 et 2000, la première année du séminaire. Eh bien, bien sûr, il se trouvait, chose que j'ai pu vérifier seulement plus tard, quand je préparais mon propre livre, que c'était l'année où on a exécuté le plus de gens depuis la reprise des exécutions dans ce pays, c'est-à-dire depuis 1976. Et on voit, n'est-ce pas, on peut traquer le nombre d'exécutions. Et en 1999, c'est 1999, l'année du séminaire ici, c'était il n'y en avait jamais eu plus que cette année-là. Et puis ensuite, ça a commencé très très lentement à diminuer. Alors, pendant cette année du séminaire, c'était beaucoup dans l'actualité du jour. Et Abu Jamal, oui, enfin, lui, il s'intéressait à Abu Jamal depuis le début, depuis sa condamnation, il est vrai. Mais non, il y avait beaucoup d'histoires, des choses qui se passaient. Et si vous lisez ce volume sur la peine de mort, vous verrez beaucoup de petites histoires qui sont, qu'on lui racontait, on lui apportait pendant le séminaire des coupures de presse, de la presse américaine. Et il y a des traces très évidentes de cela dans son texte, dans son séminaire. Alors oui, c'était pour moi et pour beaucoup d'entre nous, c'était très important, et je crois que c'est d'ailleurs une des raisons, sinon principale, une raison importante pour laquelle il a choisi ce sujet-là pour son séminaire de l'année. Enfin, ces séminaires suivaient une sorte de logique. Et l'année avant, c'était un séminaire sur le parjure et le pardon. Eh bien, justement, c'est le sujet du pardon qui l'a amené à penser à la peine de mort comme ce qu'on traitait comme impardonnable. Oui, ça, j'ai lu ça. C'est extraordinaire. Oui. Oui, donc, oui, mais pour moi, c'était un moment très fort. Et depuis, enfin, je ne cesse d'y penser parce que les choses ont beaucoup évolué dans le pays. On a toujours la peine de mort dans certains endroits, dans la Californie, quoique on n'a pas exécuté un condamné dans cet état depuis 2006, si je ne me trompe pas.